Donc je vais tout de suite donner la parole à Daria Moknacheva. Maria Moknacheva travaille à l'Organisation internationale pour les migrations, auquel François Jomel faisait allusion tout de suite. Elle travaille particulièrement dans la division migration, environnement et changement climatique. Et donc elle va nous faire un exposé dans lequel elle va aborder à la fois le rôle des autorités locales et nationales dans la gestion des migrations environnementales, mais aussi le rôle des organisations régionales et internationales dans cette même gestion. Alors, vous avez la parole et merci d'avoir accepté notre invitation. Super. Donc, effectivement, je représente l'Organisation internationale pour les migrations et la division qui s'occupe des migrations, environnement et changement climatique. Je suis basée à Genève, qui est le siège de notre organisation. La vidéo que je voulais vous montrer, c'est une vidéo qu'on a produite pour la journée internationale de l'environnement l'année dernière. Vous pourrez la voir par la suite, il y a un lien. Je pense que le message clé que je voulais partager, c'est vraiment un message positif. Donc, je vais vraiment parler du point de vue de mon organisation, donc ça va être assez différent de la présentation de François, et ça peut être intéressant pour vous aussi de voir les différentes approches, peut-être un peu plus technique, disons. Mais donc le message que je voulais faire passer, c'est vraiment d'essayer de voir la migration comme une richesse, et non pas comme une menace à empêcher. C'est un phénomène qui peut être très positif. Et la vidéo, elle finit par ce message-là, c'est pour ça que je voulais vous la montrer, pour essayer de s'échapper un petit peu de ces discours négatifs qu'on entend ces derniers temps. La migration peut vraiment sauver les vies, elle peut contribuer au développement, elle peut rendre les gens plus résilients également. À travers les investissements des diasporas, par exemple, ou les transferts de connaissances des migrants, elle peut contribuer à des réponses innovantes aussi en termes d'adaptation au changement climatique, réduction de risques de catastrophes. Bien sûr, il y a énormément de défis. Mais attention, encore une fois, il s'agit de ne pas tomber dans le piège de discours alarmistes, sécuritaires. Les défis les plus importants en fait, associés à la migration environnementale, ce ne sont pas les menaces en termes de sécurité, d'envahissement de pays d'accueil, mais vraiment les risques et les barrières auxquels font face les migrants qui se retrouvent dans les situations où ils sont obligés de fuir des catastrophes ou partir à la suite de dégradation lente de l'environnement. C'est surtout, voilà, les situations où ces migrations sont forcées, qui s'effectuent dans des conditions précaires et dangereuses. Et quand la migration n'est pas un choix informé, elle peut vraiment amener à la détresse et à la misère des populations. Donc il faut vraiment se rappeler que la plupart des gens, ils n'ont pas du tout envie de quitter leur lieu de vie, leur territoire, leur maison. Et d'autres, à l'inverse, n'ont pas du tout les moyens en fait, de partir, que ce soit les moyens financiers ou des barrières à la migration internationale, s'ils n'ont pas, par exemple, de visa pour partir ou de contrat qui leur permettrait de déménager dans un autre pays. Donc il faut, en gros, ce message, c'est vraiment d'essayer d'arrêter de démoniser la migration et de se concentrer plutôt sur la recherche de solutions. Et non pas des solutions qui vont aider à arrêter la migration, mais des solutions pour créer des opportunités et offrir des choix aux gens, que ce soit des choix de rester, de partir, de revenir, de repartir. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire ? En ce qui concerne les migrations environnementales, on a vu d'immenses progrès ces dernières années, en termes de visibilité, de reconnaissance académique et politique, et aussi médiatique au public. L'année 2018 notamment s'est vraiment démarquée par deux événements très importants, avec l'adoption du pacte mondial pour les migrations sûres, ordonnées et régulières en décembre l'année dernière, et en parallèle aussi l'adoption des recommandations du groupe de travail sur les déplacements qui a été mentionné auparavant, Task Force on Displacement en anglais,
dans le cadre de la Convention 4 des Nations Unies sur le changement climatique. Donc cela fait suite aussi à l'accord de Paris qui également a marqué un moment historique avec la reconnaissance de la migration dans les négociations climatiques. Et pour la première fois, on a aussi un accord sur la gestion migratoire qui reconnaît les causes environnementales de la migration et qui propose des solutions qui pourraient y répondre. Donc je ne vais pas rentrer en détail là-dessus parce qu'il y aura une présentation sur le pacte plus tard. Mais c'est très important de se rappeler que c'est de ces deux accords-là. Et bien qu'aucun des deux ne soit contraignant, en fait, ce qui est important, c'est qu'il marque aussi un engagement de la part des États, une volonté de commencer à réfléchir à des réponses pour ces problématiques et de s'attaquer vraiment à ces défis migratoires dans le cadre des changements climatiques. Et d'ailleurs, les deux reconnaissent aussi l'idée de faciliter la migration comme réponse aux défis migratoires, aux défis environnementaux et climatiques. D'autres signes d'engagement aussi se manifestent par la prolifération de dialogues régionaux sur ces questions ou la création de nouvelles initiatives interétatiques, notamment la plateforme sur les déplacements liés aux catastrophes, Platform on Disaster Displacement, qui fait suite à l'initiative Nansen, et un document qui a été adopté par 109 États, l'agenda de l'initiative Nansen pour la protection des personnes traversant les frontières dans le cadre de catastrophes et de changements climatiques. Donc tous ces documents et initiatives qui se sont développés dans le courant des derniers 5 ans à peu près, ils nous donnent vraiment quelque part une sorte de feuille de route pour commencer à adresser ces questions. En termes d'action, on voit 3 priorités qui ressortent dans quasiment tous ces cadres politiques. La première priorité, c'est celle de prévenir les migrations forcées. Excusez-moi, mon ordinateur n'a pas aimé la langue française. La deuxième, c'est de s'équiper pour répondre aux défis actuels existants en termes de déplacement forcé suite aux catastrophes. Et la troisième priorité, c'est celle de faciliter la migration comme une solution, comme une stratégie face aux impacts du changement climatique. Donc, pour commencer avec la prévention, ça c'est un élément clé qui revient dans tous ces cadres. Il y a vraiment un accent actuellement au sein de l'ONU, surtout sur l'agenda de prévention. Et attention, encore une fois, il s'agit non pas de prévenir l'immigration forcée ou de retenir les gens de force, mais c'est vraiment de s'attaquer aux causes profondes de ces migrations forcées et des déplacements en créant des conditions environnementales, sociales, économiques favorables à ce que les gens puissent rester. Donc il s'agit vraiment de donner un choix aux gens de pouvoir rester. Il s'agit par exemple d'actions de réduction de risque de catastrophe ou d'adaptation au changement climatique, de développement local également, ou de création d'emplois verts. Donc c'est à l'intersection de divers domaines et types d'actions qui peuvent être réalisées. Donc vraiment l'idée c'est d'offrir des moyens de subsistance durables et de renforcer la résilience des populations affectées pour leur permettre de faire face aux défis environnementaux et leur permettre de ne pas partir s'ils ne veulent pas partir. La seconde priorité, c'est celle de répondre, de gérer ou de se préparer à ce phénomène. Elle est basée sur le fait que la migration environnementale est un fait. Parfois, les impacts négatifs du changement climatique ou les catastrophes sur la migration et sur les déplacements forcés ne peuvent pas être évités. Et dans ce cas, il est nécessaire de mettre en place des systèmes et des structures qui permettent de répondre aux situations de crise, qui permettent de venir en aide aux personnes qui ont été déplacées, de s'assurer qu'ils ont accès aux droits, de subvenir à leurs besoins, et aussi d'assurer des solutions durables par la suite pour qu'ils puissent soit retourner dans leur maison, soit aller vivre dans des endroits qui sont plus sûrs pour eux et dans des conditions de vie acceptables et sûres.
Ces mesures aussi peuvent aller de systèmes d'alerte précoce aux évacuations, à l'assistance humanitaire, à l'aide à la reconstruction, au retour et à la protection des droits des personnes qui sont touchées. Et enfin, la troisième priorité est celle de faciliter la migration comme une solution, c'est-à-dire donner les moyens de migrer, que ce soit en interne ou à l'international. C'est vraiment l'idée de créer des voies de migration régulières, de mettre en place par exemple des visas humanitaires ou des systèmes des cadres de protection juridique pour les personnes qui se retrouvent à l'étranger suite à une catastrophe, ou par exemple des programmes de migration de travail temporaire ou circulaire qui peuvent également permettre aux personnes de survenir à leurs besoins, d'envoyer de l'argent à leur famille pour permettre de se relever suite à une catastrophe ou face aux dégradations plus lentes de l'environnement. Et enfin, il faut surtout penser aussi aux solutions pour la migration interne. Parce que l'essentiel des migrations, dans le cadre du changement climatique, ont lieu au sein des mêmes pays. Donc il y a en fait beaucoup moins de gens, même on ne connaît pas suffisamment le phénomène, mais on sait que l'essentiel des personnes ne vont pas partir loin du pays qu'ils connaissent, de la culture qu'ils connaissent. Et donc l'idée, c'est par exemple de favoriser la création d'emplois ou de destinations attractives aussi, de permettre aux gens de partir vers les villes ou des régions où ils peuvent trouver d'autres opportunités de travail. C'est aussi des mesures de planification urbaine aussi pour s'assurer que les villes sont en mesure d'accueillir des nouvelles personnes qui arrivent, et aussi les protéger contre les impacts des changements climatiques. Donc, quels sont les acteurs? Bien évidemment, les autorités locales et nationales ont vraiment un rôle primordial dans l'action pour répondre aux défis qui sont liés aux migrations environnementales. Donc, dans le cadre du droit international et des droits de l'homme, ils ont même cette obligation-là de protéger leurs citoyens, de protéger les populations, d'assurer des conditions de vie décentes et de créer des services essentiels aussi pour les populations, pour qu'ils puissent avoir pour qu'ils puissent bénéficier de conditions de vie décentes. Les gouvernements ont aussi le rôle d'élaborer des lois et des politiques qui peuvent permettre de faire suite aux engagements qui ont été faits au niveau international et aussi assurer une certaine cohérence politique en développant des politiques, par exemple, sur l'adaptation au changement climatique, la réduction des risques des catastrophes, la gestion des migrations, qui prendraient toutes en compte les défis de la migration environnementale. Enfin, ils ont aussi un rôle assez important et un pouvoir de plaidoyer, de rassemblement et de partage d'expertise entre pays. Donc on voit par exemple dans de nombreuses régions des pays qui deviennent champions de certains sujets et qui lancent des forums de dialogue politique par exemple, ou qui proposent le développement de cadres régionaux qui répondent à ces problématiques. Peut-être juste pour donner quelques exemples, ça serait peut-être plus simple. Par exemple, le Vanuatu a récemment développé une politique de gestion des déplacements suite aux catastrophes et au changement climatique, qui vise vraiment à guider le gouvernement et les acteurs locaux dans les réponses à ces problématiques. Je suis désolée, je ne suis plus très habituée à faire des présentations en français, ça me... Il y a beaucoup d'autres exemples. Le Bangladesh, par exemple, travaille en ce moment avec la société civile pour développer des villes qui vont accueillir les futurs migrants environnementaux. Donc c'est très intéressant aussi comme idée, où ils essaient de créer des services, des villes qui vont pouvoir accueillir, offrir des opportunités d'éducation, de travail pour les personnes qui sont obligées de quitter
les zones sujettes à l'érosion côtière, par exemple au Bangladesh. Le Fidji aussi a développé une politique nationale de réinstallation planifiée, qui fait attention évidemment au respect des normes et du droit international, des droits de l'homme. Déjà, plusieurs villages ont été relogés de cette manière. Donc il y a beaucoup d'autres exemples qui existent. Donc, je montre ici quelques cartes de l'Atlas des migrations environnementales qu'on avait réalisé ensemble avec François Gemène il y a quelques années. Il y a aussi beaucoup d'exemples sûrement et de pratiques qu'on ne connaît pas. Et ça, c'est quelque chose qui reste à voir, à évaluer aussi qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas. Parce que même ici, certaines pratiques n'ont pas forcément été évaluées sur leur impact et sur la manière dont elles pourraient être répliquées. Le rôle des organisations internationales et régionales. Donc, ça aussi, les organisations internationales, elles ont quand même l'atout d'avoir une présence très large, d'avoir une certaine expertise technique sur certains sujets, d'avoir accès aussi aux exemples de pratiques, aux programmes qui sont réalisés dans différents pays. Ils ont aussi cette place intéressante, intermédiaire entre le secteur académique, par exemple, entre divers acteurs, entre les universités, entre les gouvernements, la société civile. Donc ils ont un peu ce pouvoir de connecter, ou cette capacité de connecter ces différents acteurs et de rassembler cette expertise assez diverse et complémentaire pour répondre à ces problématiques. Il y a beaucoup d'efforts, par exemple, de développer des outils sur la base de bonnes pratiques qui ont été répertoriées dans différents pays, mais aussi de promouvoir le dialogue et l'échange entre différents acteurs et entre différents pays au niveau international. Et enfin, les organisations internationales aussi ont eu quand même un rôle très important de plaidoyer, de sensibilisation sur ces sujets. Donc, par exemple, l'intégration des questions migratoires dans le processus des négociations climatiques ne s'est pas fait sans un travail important réalisé par ces acteurs-là, en collaboration aussi avec le secteur académique, avec la société civile. Donc c'est vraiment pas un rôle à négliger. Et bien sûr, au niveau régional, il y a aussi des organisations régionales qui jouent ce rôle très important de rassembler les États autour d'une question et de promouvoir la création de certains cadres ou d'un dialogue sur ces sujets. Pour donner un exemple, à l'OIM, donc je ne pense pas exagérer en disant que l'Organisation internationale pour les migrations est l'une des celles qui a une approche la plus complète en fait, sur ces questions. Depuis les années 90, l'organisation intervient dans les situations de catastrophe pour offrir l'aide humanitaire aux gens qui sont affectés. Mais il y a aussi tout ce travail politique et de soutien à la recherche qui est également réalisé depuis les années 90. Et donc c'est un travail qui couvre le domaine de recherche, de plaidoyer, de communication, de soutien au développement politique et aussi des activités sur le terrain. Donc de plus en plus, on commence aussi à avoir des projets qui essayent de regarder un côté un petit peu innovant des liens entre la migration et l'environnement. Donc par exemple, je ne l'ai pas mis ici, mais il y a un projet assez récent au Maroc qui essaye d'engager le soutien des diasporas et les investissements des diasporas dans l'agroécologie. Sinon aussi, au Sénégal, on travaille sur la création d'emplois dans les secteurs de l'économie verte pour les migrants de retour. L'OIM joue aussi un rôle important de communication et de dissémination de la recherche. On a beaucoup de partenariats avec différentes universités. On a un portail de migration environnementale où vous pouvez trouver beaucoup de publications différentes, notamment l'Atlas.
Il y a beaucoup d'autres organisations évidemment qui ont une expertise qui s'engage de plus en plus sur ce sujet, notamment face à l'évolution du contexte politique international. Et chacune apporte aussi son expertise particulière. Par exemple, il y a l'Organisation internationale pour le travail, le HCR, le programme de l'ONU pour le développement, l'ONU Environnement. Tous ces acteurs-là, ils jouent aussi un rôle important de plaidoyer, de contribution, d'expertise, et de plus en plus ils s'engagent. Et globalement, en fait, on voit vraiment un mouvement vers une approche plus collective au sein de l'ONU, du système onusien, sur ces questions. Parce qu'il y a vraiment aussi une compréhension que c'est une thématique qui touche à tellement de thèmes différents qu'il est très important d'intégrer tous ces domaines d'expertise différents. C'est aussi quelque chose qui est reflété, par exemple, le pacte mondial sur les migrations appelle à plus d'engagement collectif des différentes agences. Donc, ça a donné lieu aussi à la création d'un réseau de l'ONU sur les migrations. De même, les recommandations du groupe de travail sur les déplacements dans le cadre de la CNUC a également rappelle aussi les acteurs onusiens à travailler de manière plus collective sur ces questions. Donc vraiment, ce ne sont que quelques exemples de ce qui peut être fait par différents acteurs. Évidemment, il nous reste encore beaucoup à faire, ce n'est que le début d'un très long chemin. Mais quelque part, nous sommes aussi dans un moment assez historique, aussi paradoxal que ça peut paraître dans le contexte politique actuel. Mais quand même, il y a ce moment d'opportunité, vraiment, qu'on peut saisir pour développer et réfléchir à des solutions innovantes et changer notre approche à la conception de ces problématiques. Et je pense qu'on a tous un rôle très important à jouer, que ce soit les chercheurs, les futurs décideurs. Je ne sais pas exactement quelle est la composition de cette salle, mais on a vraiment aussi une responsabilité de changer les discours sur la migration et vraiment contribuer à une réflexion sur comment est-ce qu'on peut modifier les approches et être innovant pour répondre à ces problématiques et vraiment voir des opportunités, transformer les défis en opportunités. Merci beaucoup.